Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. En Guinée, dans le secteur des travaux publics, bitumage de la route de Donka Carrefour échangère, le tronçon désormais en 2 fois 2 voies, une fois terminé, va faciliter la circulation sur cette partie de la capitale. La maladie à coronavirus affecte le travail des agriculteurs. Leur production ne trouve pas de preneurs. Les difficultés d'écoulement entraînent de pertes faute d'usines de transformation. La Guinée pense à l'indemnisation de ses anciennes gloires, une reconnaissance bien appréciée à l'endroit de ces icônes qui ont tout donné à la nation guinéenne. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi par vidéoconférence sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment la lutte contre le coronavirus en Guinée, le compte-rendu du Conseil des ministres avec le ministre porte-parole du gouvernement, Aboubacar Silla. Suivez. Présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 4 juin 2020 de 12h à 15h avec l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu le mardi 5 mars, 21 avril, 19 mai et 2 juin 2020. 3 questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a invité les ministres en charge du secteur financier à diligenter le règlement des subventions et autres contributions de l'État, ainsi que la mise en œuvre de toutes les facilités prévues dans le cadre du plan de riposte économique et sociale à la pandémie. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à préparer et examiner à la plus prochaine session du Conseil interministériel la deuxième phase du plan de riposte. Le président de la République a invité les ministres en charge des finances et du budget à soumettre dans les meilleurs délais un rapport ressortant l'impact précis de la pandémie du Covid-19 sur les finances publiques et en particulier l'effet éventuel du ralentissement économique en découlant sur les recettes de l'État. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de renforcer les capacités des services concernés à élaborer et diffuser régulièrement les statistiques fiables actualisées sur notre pays de manière à mieux mettre en évidence les progrès significatifs réalisés dans les différents secteurs de l'économie nationale. Le chef de l'État a apprécié les résultats obtenus dans la lutte contre le Covid-19 et s'est félicité que le taux de létalité en Guinée, à peine 0,6%, soit l'un des plus bas de la sous-région, alors que le taux de guérison, 58% à ce jour, est parmi les plus élevés. Le président de la République a donné des informations relatives au renforcement des capacités de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, à faire face à la pandémie et notamment l'augmentation significative des capacités de dépistage avec la possibilité désormais d'effectuer près de 1200 tests par jour, la commande d'importantes quantités de kits de tests rapides, fiables, de masques, tenues, bottes et verrières pour le personnel soignant, l'arrivée imminente en Guinée d'une importante équipe de spécialistes médicaux cubains pour assister nos services sanitaires dans la lutte contre cette pandémie. Le chef de l'État a donné au ministère de la Santé des directives destinées à améliorer la prévention et la qualité de la prise en charge de la pandémie, au nombre desquels figurent l'intensification et à terme la systématisation des tests de dépistage, le renforcement des barrages filtrants en vue d'éviter la propagation du virus à l'intérieur du pays, la démultiplication des centres de dépistage, l'amélioration du suivi des contacts, la prise en charge des autres maladies endémiques ou chroniques différentes de la maladie du Covid-19, etc. Au titre des questions diverses, Monsieur le Président de la République a adressé ses condoléances les plus attristées aux membres du gouvernement pour la perte énorme subie par le décès du ministre secrétaire général du gouvernement. Il a rappelé qu'il était sans aucun doute le meilleur d'entre nous d'un point de vue social et politique pour sa loyauté clairement affichée
tout au long de son parcours administratif et politique. Un tel parcours méritait l'honneur de la nation et des obsèques nationales, n'eût été la survenance de cette grave crise sanitaire traversée par notre pays. Le Conseil a exprimé ses condoléances émues à Monsieur le Président de la République pour la perte douloureuse de son frère, rappelé à Dieu et prier pour le repos de son âme. Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres. Autre sujet de l'actualité, une nouvelle sur la prétendue falsification de la nouvelle constitution circule dans notre pays. Sur le sujet, le ministre d'État, ministre de la Justice, vient de se prononcer. Mamadou Lamine Fofana donne des précisions sur cette constitution votée le 22 mars dernier. Suivez. Notre rencontre de ce jour vise à vous entretenir sur le débat en cours dans le pays relatif à la Constitution du 22 mars 2020. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le texte en question a fait l'objet de plusieurs consultations et autant d'amendements pour prendre en compte toutes les préoccupations de l'ensemble des Guinéens. C'est suite à cela qu'après l'avis de la Cour constitutionnelle, le projet a été soumis au référendum et adopté le 22 mars 2020 par la proclamation de la victoire du oui par la CENI et qui a été confirmée par l'arrêt numéro 07 du 3 avril 2020 de la Cour constitutionnelle qui l'a proclamé comme étant la Constitution de la République de Guinée. En conséquence, l'adoption du texte final par le référendum met fin et hors d'usage à tous les documents qui ont été utilisés ou qui ont contribué à son élaboration. La promulgation du texte constitutionnel est intervenue par le décret numéro 73 du 6 avril 2020, publié au journal officiel de la République le 14 avril 2020. C'est fort de cette légitimité constitutionnelle que ce texte est applicable et opposable à tous. Applicable et opposable à tous, je vous remercie. La Guinée envisage la construction des écoles professionnelles modernes dans les 8 régions du pays. L'examen pour la ratification de la convention de prêt de financement de ces projets est avancé en intercommission. Le dossier est plus qu'une nécessité aux yeux des honorables députés. Compte rendu, Robert Siditolno. Ces travaux en intercommission ont permis un large débat autour de la convention de prêt pour la construction des écoles professionnelles dans les 8 régions du pays. Les conditions de financement de ces projets contenus dans les clauses de cette convention ont suscité plusieurs questions. Si on doit accorder le différé, donc la période de grâce, tout premier décaissement doit se faire après les 5 ans. Et si on doit commencer à payer le principal avant l'échéance de la période du différé, il va y avoir énormément de problèmes de trésorerie et d'organisation à ce niveau. Donc voici notre préoccupation par rapport à cette convention de prêt. Je voudrais demander au ministère des Finances peut-être de nous indiquer quel est le plafond d'endettement qui est actuellement consenti avec au titre du FEC et quel est le pourcentage du budget qui est aujourd'hui affecté disons, au remboursement de la dette. Ensuite, je souhaiterais qu'on mette à la disposition de l'Assemblée la convention qui a PP, le partenariat public-privé, qui a été signée avec le groupe Parlement. Il vous souviendra qu'il y a déjà en 2014, il y a eu à peu près le même contenu d'une même convention de prêt avec, je crois, la Banque islamique par rapport à la construction de 2 centres de formation technique à Dabola et à Koya. Je ne sais pas quelle est la corrélation avec ce prêt. Est-ce que ces centres ont été construits? Parce que
comme une des députées vient de le dire, ça ne fait qu'en rajouter. Est-ce que Koya et Dabola, les centres ont été effectivement construits? Ça peut nous rassurer par rapport à tout ce qui se dit. À ces interrogations, des éléments de réponse ont été apportés par des techniciens des départements ministériels concernés par les projets. Nous savons que ce dossier est important pour le pays parce que il a été révélé que l'enseignement technique n'obtient que 4% du budget réservé à l'éducation. Et quand vous regardez aujourd'hui le niveau de qualification de nos ressources humaines dans le pays, vous comprendrez que les titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur sont plus nombreux. Alors qu'on a besoin de techniciens, de cadres moyens, de cadres intermédiaires pour que l'économie puisse marcher de façon normale. Pour un coût global de 230 millions d'euros, cette convention de prêt sera remboursée par l'État guinéen sur une période de 26 ans. Ratification de cette convention de financement fera l'objet d'une séance plénière ce vendredi 5 juin. Justement, par rapport à ce projet, ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale rappelle aux honorables députés que, conformément au chronogramme en vigueur, une plénière aura lieu ce vendredi 5 juin 2020 à 14h30 précise dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Cette plénière sera notamment consacrée à la présentation et au vote de la loi d'autorisation de ratification de la convention de prêt pour le financement des projets de construction des infrastructures scolaires au sein des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans les 8 régions administratives du pays. Vu l'importance du test à adopter par la représentation nationale, la présence de tous les honorables députés est de rigueur. Conakry, le 4 juin 2020, signé le président de l'Assemblée nationale, honorable Amadou Damaro Camara. Travaux publics avec le démarrage des premières opérations de bitumage de la route de Donka. Cette semaine, l'étalage de la couche de grave bitume a commencé. Il s'opère sur la demi-chaussée de cette route qui est élargie en 2 fois 2 voies. Reportage Ansouman Toumani Camara. Sur ce chantier d'élargissement de la route de Donka, c'est désormais la course contre la montre avant les grandes pluies. 9 mois après leur début, ces travaux atteignent cette semaine les premières phases de bitumage. Il s'agit de l'étalage de la couche de base en grave bitume avant le béton bitumineux qui est la dernière couche. Ce qu'on a déjà fait pour le moment, comme vous avez vu, on a déjà presque tout fait pour ce tronçon-là. La couche d'assise et la couche forme et aussi la couche GND. Maintenant, on a déjà commencé la couche GP4. Donc, on espère que tout va bien et puis on attend pour le moment le déplacement avec la SEC, le conduite d'eau et aussi le poteau électrique avec EDG. Ces travaux consistent à transformer ce tronçon de 2 voies en une route de 2 fois 2 voies avec toutes les commodités d'une route moderne. Elle part du pont 8 novembre au rond-point de Belvédère à Dixine. La pression reste maintenue pour faire des travaux de qualité malgré le retard accusé. Ce tronçon représente environ 2,5 km sur les 3 km 600 qui sont prévus dans le cadre des travaux d'aménagement de la route de Donka. La mise en œuvre est prévue sur une distance de 1 km d'ici la fin de la semaine prochaine, depuis l'hôpital de Donka jusqu'à l'immeuble Andrea qui est juste derrière nous. Donc, l'objectif final, c'était de finir la totalité des tronçons actuellement en travaux entre l'hôpital Donka et l'école Sainte-Marie avant l'arrivée des grandes couches. Terminé l'étalage des couches en grave bitume sur la demi-chaussée de la droite d'ici le mois de juillet prochain est le défi à relever. Cependant, le déplacement des anciens réseaux d'adduction d'eau et d'électricité tarde à se réaliser.
Et la faible mobilisation des engins et des équipes de travailleurs sur le terrain pourrait compromettre ce délai proposé par l'entreprise chinoise Cibitec. Lutte contre la Covid-19, les entreprises et autres bonnes volontés continuent d'appuyer les autorités sanitaires. Maersk Guinée vient d'offrir 26 000 masques et autres intrants de prévention à l'ANSS, un don destiné au centre de prise en charge des malades. Reportage Mamadi Ternakamisoko. L'utilisation des équipements de protection individuelle est très intense dans les centres de prise en charge des malades du Covid-19. À Donka, par exemple, médecins, infirmiers, hygiénistes et autres consomment plus de 2000 masques par jour. Pour accompagner l'Agence nationale de sécurité sanitaire à affronter ces charges, la société Maersk Guinée, évoluant dans la logistique des conteneurs, fait don de 26 000 masques. Le lot est accompagné de 5 000 paires de gants, des thermoflash et autres intrants de prévention. Une manière pour le donateur de rendre hommage au personnel soignant. Nous pouvons saluer leur effort car ils sont les soldats au front de cette bataille. Le nombre de malades guéris en est la preuve concrète. Il y a lieu de remercier le gouvernement du professeur Alpha Condé pour les efforts et des décisions promptes pour faire face à cette pandémie. La compagnie Maersk, pour sa part, est un intégrateur mondial de logistique des conteneurs et chaque jour dans le monde, nous continuons à réaliser notre vision de connecter et de simplifier la chaîne d'approvisionnement de nos clients tout en vivant notre mission de faciliter le commerce mondial. Nous, Maersk Guinée SA, réitérons notre engagement pour le maintien de la chaîne d'approvisionnement en Guinée tout en continuant de servir le port de Conakry malgré les difficultés et les coûts. Cette assistance est accueillie avec satisfaction par l'ANSS qui estime qu'elle pourra contribuer à prévenir les infections dans les centres Covid. Qui donne aujourd'hui des équipements de protection sauve des vies. Et c'est ce que vous venez de faire. Aussi vous donnez des solutions de désinfection des mains. Ça c'est aussi important parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on utilise abondamment. Le chlore, dans nos structures de santé, on l'utilise abondamment et régulièrement. Et les masques sont portés régulièrement aussi par nos agents de santé. À titre d'exemple, nous consommons plus de 2500 masques par jour à Donka. Donc si vous venez faire un don de masques, ça ne fait que nous réjouir. Pour les autorités sanitaires, le combat contre le Covid-19 sera gagné avec le concours de tous les Guinéens. La mobilisation des entreprises et autres bonnes volontés est perçue comme un espoir pour l'éradication rapide de la maladie. Et puis cette autre lutte, cette fois-ci contre la drogue, la bataille contre les trafiquants a permis de mettre la main sur une importante quantité de chanvre indien dans la région de Kindia. Le stock est évalué à 2 tonnes et vient d'être incinéré par les services de défense et de sécurité. Reportage à Kindia, Tierno Younoussaba. C'est une importante quantité de drogue qui est incinérée. Cette quantité estimée à près de 2 tonnes de chanvre indien et autres produits prohibés est saisie ces 4 derniers mois dans la commune urbaine de Kindia et périphérie par les services de sécurité et de défense. Leur destruction se justifie par la volonté des autorités à lutter contre le fléau. Je commencerai d'abord par adresser mes admirations au chef suprême des armées, le professeur Alpha Condé, qui a renforcé les capacités opérationnelles des régions militaires pour patrouiller le long de nos frontières et avec ces innovations. C'est pourquoi nous avons commencé à faire des différentes saisies. La première saisie, ça fait 1878 kg. Et la deuxième saisie, ça fait 105 kg. Alors le total fait 1983 kg. Aujourd'hui, je salue la bonne collaboration entre les chefs de services de défense et de sécurité. L'occasion est opportune pour que nous appelions l'attention de tout le monde, de toutes les autorités, à quelque niveau qu'elles se situent, pour que la vigilance soit accrue, afin que cette culture-là, de laquelle
certains parmi nous tirent leur profit de changer d'option. Parce que le chanvre indien avilit l'esprit, surtout de la jeunesse, et qui a une garantie pour l'avenir de notre pays. Pour efficacement faire face au trafic de drogue et autres stupéfiants, la Guinée s'est dotée de tout un arsenal juridique pour la répression du phénomène. C'est devenu un phénomène inquiétant à travers tout le pays. Parce que tout dernièrement, nous avons vu la saisie qui a été opérée, n'est-ce pas, à Zérékouri. Alors, à Kindia, j'invite les trafiquants de tous les bords de s'éloigner de Kindia, parce qu'ils n'auront pas une place ici, d'autant plus que les forces de défense et de sécurité sont debout, droit dans leurs bottes, prêts à attaquer tout trafiquant, qui qu'il soit et où qu'il soit. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi, le moment et le lieu de remercier, de féliciter les forces de défense et de sécurité dans ce noble combat qu'ils sont en train de mener nuit et jour. C'est le lieu et le moment également de les inviter à plus de vigilance. C'est un travail continu et interminable parce que les trafiquants ne dorment pas, les délinquants ne dorment pas. Déjà, plusieurs trafiquants locaux de chanvre indien récemment jugés et condamnés purgent leur peine à la maison centrale de Kindia. Volet agriculture de ce journal, la filière pomme de terre traverse d'énormes difficultés. Coronavirus oblige, l'écoulement pose problème. Le regard des paysans du côté de la région de Mamoun sont tournés vers l'usine de transformation en construction. Une unité, si elle était opérationnelle, allait absorber l'ensemble de la production. Le point avec Fodé Camara. Autrefois fleuron de l'agro-industrie en Guinée, la conserverie de Mamoun est à l'arrêt depuis près de 40 ans. À la périphérie de la ville Carrefour, au quartier Al-Mamia, le site de l'ancienne conserverie abrite aujourd'hui les installations de l'usine de transformation de la pomme de terre offerte par le président de la République aux producteurs. Cette unité agro-industrielle est d'une capacité d'1 tonne à l'heure de produits finis, soit plus d'une vingtaine de tonnes par jour de frites congelées et emballées d'1 kilo et de 2 kilos. L'objectif est d'apporter de la valeur ajoutée à la pomme de terre made in Guinée. En Guinée, on importe beaucoup, les commerçants importent beaucoup de frites congelées. Si vous regardez presque le supermarché aujourd'hui, c'est les frites congelées là qui sont en train de marcher. Les femmes, quand ils vont au marché, pour acheter notre pomme de terre, si c'est pour acheter, aller laver, couper, ils préfèrent directement aller au supermarché, acheter là-bas. C'est tout ça, là, le président de la République l'a vu, il veut soigner ce problème. Donc, vraiment, on le remercie beaucoup. Quand quelqu'un fait des biens, c'est de dire que vraiment il a fait des biens, on le remercie. Cette unité de transformation va contribuer à bonifier l'employabilité des jeunes pour lutter contre l'exode rural et réduire les pertes post-récolte. Aujourd'hui, la fin des travaux de cette plateforme est très attendue par les producteurs. C'était deux choses. D'abord, on doit installer les transports de 1500 watts et pour faire une forage ici pour l'eau. Parce qu'il faut laver la pomme de terre. Pour mettre même le gaz là-dedans, il faut des courants. La capacité du courant qui est là, ça ne peut pas tourner l'usine. Mais tout ça là, c'était prévu que ça va être fait avant début février. Mais compte tenu les Chinois ne peut pas venir au mois de février, je pense que c'est ça qui est empêché. On n'a pas installé les transports d'abord. Mais c'est les 3 seulement qui restent. L'installation du transport et faire un forage, l'arrivée des Chinois pour lancer. Pour offrir de la matière première à cette unité de transformation, les paysans de la région ont revu leur production à la hausse. Aujourd'hui, le problème de conservation se pose avec acuité. La chambre froide disponible
de faible capacité est déjà rempli. Le surplus se retrouve dans des magasins relais, comme cette chambre froide de fortune, construite par Kerno Boubacar Kalo, le président de l'Union des groupements agricoles de Sumbalako. Une chambre froide de fortune alimentée par une dizaine de climatiseurs. Cette production, vous voyez comment ça germe. Même il nous a dit qu'ils vont racheter de la production. Mais maintenant, même s'ils vont racheter, si c'était un mois avant, on sortit, on va trouver une quantité qui reste dans nos mains. Mais nous, on n'a pas maintenant la pomme de terre, laquelle qu'on peut vendre, parce que tout est germé. Ce qui n'est pas pourri, ça germé. Donc, c'est ça notre problème. Moi, ce que je vais demander à notre partenaire, notre ministère de l'Agriculture, à la présidence, c'est de venir en aide. Pour venir en aide, c'est demande vraiment de nous prendre en charge ce qui est gâté avec nous. Ça va nous permettre de démarrer de nouvelles campagnes et la campagne prochaine de maraîchage. La mission d'évaluation du ministère de l'Agriculture a permis de recenser toutes les difficultés du monde rural dues aux effets du coronavirus. L'objectif est de préparer une réponse d'urgence pour conforter la résilience des producteurs et appuyer substantiellement la prochaine campagne agricole. Dans ce registre, pour être exhaustif, cette bonne nouvelle qui vient de nous parvenir pour diminuer les pertes, le président de la République, professeur Alpha Condé, met à la disposition des acteurs agricoles une dizaine de camions pour le transport des produits agricoles. Déjà à Sumbalako, dans la préfecture de Mamou, un de ces camions remorques est en cours de chargement. Autre sujet de ce journal, à Bofa, précisément à Koukoudé et Bongolon, 60 femmes sont en ce moment en formation en teinture et en saponification. L'initiative est d'une ONG de la place. Objectif, aider les groupements féminins de ces localités à s'autonomiser davantage. Bakari Bambakonde. Les femmes occupent une place prépondérante dans les sociétés africaines. Cela grâce aux valeurs qu'elles incarnent. Pour matérialiser ces valeurs, les autorités guinéennes s'engagent à les appuyer dans leur autonomisation avec leurs partenaires au développement. D'où le lancement officiel des activités de formation d'une soixantaine de femmes en teinture à Koukoudé et en saponification à Bongolon dans la préfecture de Bofa par l'ONG SICAD à travers Prao Guinée. Ce projet de renforcement des capacités des femmes en teinture s'inscrit dans la politique économique du gouvernement de la République qui consiste à autonomiser les femmes dans leur activité génératrice de revenus. Les femmes sont tous mobilisées, tous en un tout, la diversité dans un tout pour la réussite de ce projet. À l'issue de la formation, les groupements féminins constitués seront à mesure de tirer profit de ces activités génératrices de revenus. Ce pour alléger les charges de cette couche féminine et contribuer à son autonomisation. Le projet a une durée d'exécution de 10 mois. Nous sommes contents. La teinture est une manière d'éduquer les enfants, ainsi que la saponification que Dieu les aide. Surtout au président de la République. Nous remercions notre gouvernement, surtout le chef de l'État. La population de Koukoudé se réjouit de ce projet de teinture. Aujourd'hui, il devient de la joie pour Koukoudé et Kolissoro. De nos jours, 2 groupements féminins d'intérêt économique sont constitués à Bogolon et à Koukoudé, suivis d'un accompagnement technique de l'ONG SICAD. L'objectif visé est de réunir les femmes en groupement en diversifiant leurs activités, notamment la pêche, la teinture et la saponification.
Je vous l'annonçais aussi dans les titres, l'État guinéen prend un acte de reconnaissance envers les anciennes gloires du pays. La nouvelle a été donnée par le département des sports et de la culture lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'une indemnisation à vie du AFIA 77 ainsi que des membres des ensembles artistiques nationaux. Le point avec notre reporter Hassan Ilalsila. C'est un exercice de reconnaissance envers les anciennes gloires dans les domaines du sport et de la culture auxquels se sont prêtés les cadres du département de tutelle. Devant les médias, ce sont 15 sociétaires du AFIA Football Club et près de 80 artistes issus des ensembles artistiques nationaux qui se sont vus gratifiés de cette indemnisation mensuelle à vie. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant de nous avoir accordé une longévité pour qu'on vive ce moment. Moi je m'attendais de ça depuis très longtemps. C'est dommage que les anciens, mes amis qui sont décédés ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et je ne ferai que remercier le gouvernement. À l'origine de cette reconnaissance et réparation, le président de la République, sur initiative du département des sports, de la culture et du patrimoine historique, a voulu soulager ces hommes qui se sont investis pour le peuple de Guinée de l'indépendance jusqu'à la période du libéralisme économique. C'est né de la volonté manifeste du chef de l'État qui, comme vous le remarquez, à chaque organisation du Festival national des arts et de la culture, revient sur ce discours en disant toute la grandeur de la Guinée à travers sa culture et ses sports. Ce processus, qui n'est qu'à ses débuts, devrait s'étendre sur d'autres disciplines sportives telles que la boxe pour avoir remporté la première médaille d'or de la Guinée, mais aussi les ensembles artistiques comme le théâtre national et les percussions nationales. Concernant le cinéma, certaines gloires sont également sur la liste. J'imagine bien que le cinéma viendra parce qu'on a des noms comme Sekouma Obari et tout le monde connaît celui qui a fait AFIA 77, celui qui a imprimé le film, c'est Diakité Moussa. Eusebio, en passant par Sedouba Bangoura, Cham Ousmane Tolo, Célestin Camara, Amidou Bangoura jusqu'à Sekou Le Gros ou encore Sekou Bembea, ces icônes ont fait la grandeur de la Guinée et fait rêver des milliers de mélomanes. Cette indemnisation qui s'ajoute aux multiples décorations obtenues est une réparation et une reconnaissance du chef de l'État, Prosper Fakonde, pour les services rendus à la nation. Page noire de cette édition, le doyen Kaba Barrow a regagné sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Cameroun, à l'hôpital sino-guinéen. Membres du gouvernement, parents et collaborateurs du dauphin lui ont rendu un dernier hommage. Reportage Mohamed Lamine Kamara, Abdul Razak Souma. Elhadji Kaba Barrow Condé, ce notable s'en est allé pour l'éternité à l'âge de 77 ans. Décédé hier mardi des suites de maladie, le doyen du Mandé, Kaba Barrow, était une personne chère au président Alpha Condé et très écoutée à travers tout le pays. Ici, à l'hôpital sino-guinéen ce matin, parents, membres du gouvernement, collaborateurs et amis ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Sa vie a été tout au long celle de la sagesse. Si il nous a laissé un message, c'est le message de la sagesse. S'il nous a laissé un message, c'est d'être humble. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres, au lieu de le pleurer, c'est plutôt de célébrer sa vie, de le prendre comme un exemple. C'est ici qu'il faut parler de lui. Il s'en va. Rares sont ceux qui, ici présents, n'ont pas bénéficié de la générosité de cet homme. En ce qui me concerne, j'ai été très proche de lui. Nous avons eu beaucoup de concertations pour faire beaucoup de choses
pour notre nation. Le regretté Elhadji Kababarou Condé, à son vivant, incarnait des vertus de sagesse pour servir avec abnégation et loyauté la Guinée. Les membres de la famille Condé se souviennent encore de l'homme. Mon papa était tout pour moi. Je pense que Elhadji Kababarou est l'homme le plus bon, le plus grand musulman, le plus honnête. Il nous a tout donné. Je pense que nous serons en mesure de relever le défi, le grand défi qui nous attend, surtout moi, qui suis l'aîné. Kababarou, nous ne le pleurons pas, cela a été dit. Parce que sa volonté était de faire en sorte que la flamme allumée autour de son frère ne s'éteigne jamais. Alors cette flamme, mes chers parents, chers amis de Kababarou, tenons-la fermement. La meilleure façon de l'accompagner en son dernier jour, c'est la fidélité à cette volonté qu'il a exprimée de son vivant. Et nous lui donnons l'assurance. Nous donnons l'assurance au vivant que nous ne faillirons pas. Pour le respect des mesures sanitaires, la dépouille mortelle n'a pas pu être accompagnée dans son barreau natal. Ici, l'homme reçoit tous les honneurs dus à son rang. Le doyen Kababarou s'en va à jamais en laissant derrière lui 11 enfants, une veuve et des amis qui garderont longtemps les souvenirs d'un grand homme. Paix à l'âme de l'âge Kababarou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout continuez à observer les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Bonsoir.